Bonjour à tous. Pour terminer ce chapitre, nous allons aborder quelques aspects d'analyse numérique. On va chercher à résoudre numériquement des équations de Newton. Alors, juste un petit mot, la plupart des équations différentielles que l'on obtient en projetant le principe fondamental de la dynamique sont des équations qui souvent ne sont pas solubles analytiquement. Et donc, une des manières de s'en sortir, c'est de mettre au point des méthodes numériques, donc un algorithme, d'inventer un algorithme qui permet numériquement de trouver, d'approcher la solution exacte. Alors l'une d'entre elles, qui est la plus simple à expliquer, c'est la méthode d'Euler. Donc, cette méthode, elle a des défauts, hein, mais elle a une grande qualité, c'est que c'est très facile à mettre en place et c'est très facile à expliquer. D'abord, le contexte. Quand vous écrivez vos équations de Newton, la plupart du temps, vous avez des équations différentielles de second ordre et qui vont s'écrire sous cette forme-là, x point point égale une fonction de x point et t. On peut réécrire cette équation différentielle sous la forme de deux équations différentielles du premier ordre, parce que si j'appelle la vitesse v égale x point, je dx sur dt égale v, ça fait une première équation différentielle du premier ordre, et je peux aussi dire dv sur dt, c'est une fonction de x, de v et de t. Donc ça me donne deux équations différentielles, couplées en quelque sorte, hein. C'est deux équations différentielles du premier ordre. La méthode d'Euler est en fait une méthode qui consiste à résoudre ces deux équations différentielles simultanément. Alors, bien sûr, dans l'histoire, la fonction f de x v t, vous la connaissez, hein. Vous avez modélisé votre problème, vous l'avez mis en équation, et donc la fonction f est supposée connue. Ce que vous ne connaissez pas, c'est la solution x de t, parce que votre équation différentielle n'est pas soluble. Alors, le principe, c'est quoi? On va découper le temps par intervalle de durée h. Donc t égale 0, h, 2h, etc., nh pour le nème temps, etc. h s'appelle le pas temporel. Et on va discrétiser l'espace, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux valeurs que prend x aux instants t égale 0, t égale h, t égale 2h, etc. tn égale nh. Donc, on va simplement chercher à obtenir des valeurs à ces instants discrets, que je vais appeler x indice n, qui correspond à la valeur de x à l'instant tn égale nh. Et une fois qu'on aura xn, donc on aura une liste de valeurs à différents instants, on reliera ces points par des traits, et on aura une assez bonne approximation de la courbe x de t. C'est ça le principe. La méthode d'Euler, elle consiste à faire une approximation très simple, c'est qu'elle consiste à assimiler les dérivées à des taux de variation. Je m'explique. dx sur dt, c'est une dérivée, je vais dire que entre l'instant tn et l'instant tn plus 1, x n'a pas beaucoup varié, ce qui fait que je ne fais pas une grosse erreur en assimilant la dérivée au taux de variation delta x sur delta t, c'est-à-dire xn plus 1 moins xn, ça c'est la variation de x, et h, c'est la variation du temps, entre tn plus 1 et tn. Même chose pour dv sur dt, je dis que c'est vn plus 1 moins vn sur h. D'accord? Et du coup, je peux écrire xn plus 1 égale xn, je multiplie ça par h et je passe le xn à gauche, je vais avoir xn plus 1 égale xn plus h fois cette quantité-là que je vais appeler la vitesse. La vitesse à l'instant vn, à l'instant tn, pardon, que j'appelle vn. Même chose ici, je vais écrire vn plus 1 égale vn plus h fois dv sur dt à l'instant tn, c'est-à-dire f. Alors là, il se trouve que dv sur dt, c'était la fonction f de xn, vn, tn. Et là, vous voyez, on a en fait deux suites qui sont en fait couplées. Mais si vous connaissez la valeur de x à l'instant 0
et la valeur de V à l'instant 0, x0, v0, eh bien vous connaissez toutes les valeurs de x et de v, puisque par exemple, à l'instant t égale 1, t égale h plutôt, j'écrirai x1 égale x0 plus h fois v0, donc je connais x1, et j'aurai v1 égale v0 plus h fois f de x0, v0, t0. Donc comme je connais x0, v0, puis t0 c'est 0, hein, ben je connais cette fonction-là, donc je connais v1. Je connais v1, je connais x1, donc je connais v2 et x2, etc. etc. Donc une fois que je connais x0, v0, si je fixe les valeurs initiales, j'obtiens une liste qui me donnera une approximation de xn et de vn. Ça, vous comprenez bien que c'est très facile à programmer avec un logiciel, dans n'importe quel langage, c'est extrêmement facile à programmer. Alors, c'est une bonne méthode, mais bien sûr, c'est une bonne méthode qui va marcher si mon approximation ici est correcte. Donc il faut que h soit relativement petit. Donc, en fait, la méthode de l'air est une méthode qui fonctionne bien si le pas est suffisamment petit, mais il faut savoir qu'elle est intrinsèquement instable, c'est-à-dire que si j'attends trop longtemps, ma simulation ne va pas très bien marcher. Je vous donne une illustration. Voilà ici le problème du pendule simple. Par exemple, là j'ai un pendule accroché à un support, un fil sans masse, ici une masse ponctuelle. Donc là j'ai deux pendules identiques, je vais vous expliquer pourquoi. Mais donc vous allez voir, on verra plus tard, que le pendule simple est décrit par une équation différentielle qui n'est pas soluble analytiquement. Les solutions ne s'expriment pas en termes simples, en termes de fonctions simples. Donc une des méthodes pour décrire le pendule de façon correcte, c'est de mettre en place une méthode numérique. Alors, je vous cache un peu l'équation différentielle, vous verrez ça plus tard. J'ai mis en place ici la méthode de l'air pour le pendule simple, ici à gauche. Et puis j'ai une autre méthode, là, qui est une méthode qu'on appelle la méthode de Verlet, qui est beaucoup plus stable que celle de l'air, comme vous allez le voir. Là, ce que je veux vous montrer, c'est que la méthode de l'air fonctionne pas mal, en fait. Hein. Donc là, si je lance la simulation, vous voyez, c'est un pendule qui va osciller. Je vais lâcher d'un angle de 45 degrés, je crois. Donc ça oscille. Bon. Et on va dire que ça, c'est notre référence, ça oscille, les deux pendules oscillent de la même manière, ce qui veut dire que voilà, la méthode de l'air fonctionne bien. Alors, vous voyez, j'ai affiché aussi ici EM. EM, c'est en fait l'énergie mécanique, on verra ça plus tard, mais normalement, l'énergie mécanique est censée être constante. Vous voyez, là, ce n'est pas le cas. Enfin, ici, c'est le cas, mais ici, ce n'est pas le cas. L'énergie mécanique augmente légèrement. Ce qui veut dire qu'au bout d'un certain temps, la méthode de l'air, vous voyez, elle n'est pas stable. Alors, pour une petite durée, ça ne se voit pas, en fait. Hein. Ici, c'est quand même relativement raisonnable. Mais si je change de pas, si je prends un pas de 0,1 seconde, donc là, qui est beaucoup plus grand, alors, voyez ce qui se passe. Vous voyez, là, on voit bien que le pendule de gauche, là, il commence à faire un peu n'importe quoi par rapport au pendule de droite. Hein. Il commence à s'emballer complètement, ce qui est complètement absurde. Les oscillations ne peuvent pas croître indéfiniment comme ça. Donc là, cette simulation, elle montre que si le pas est trop petit et trop grand, le comportement de l'air risque d'être instable. Et si, donc pour mettre en place une méthode numérique de l'air, il faut veiller à choisir un pas assez petit. Alors attention, pas trop petit non plus, parce que s'il est très très petit, vous allez faire beaucoup de calculs pour une durée donnée, et vous allez donc faire beaucoup d'erreurs d'arrondi, ce qui peut aussi poser problème. Donc souvent, il y a un compromis à trouver au niveau du pas temporel, mais une fois que ce compromis est trouvé, vous allez avoir un comportement qui sera assez proche de la réalité, tant que la durée d'observation n'est pas trop grande. Parce qu'à terme, de toute façon, ça sera instable. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel sur la méthode de l'air. Je vous en ai parlé, pourquoi? Parce que vous aurez des projets informatiques à faire, et la méthode de l'air est une méthode classique pour résoudre des équations différentielles. Donc si vous avez un problème qui traite d'une équation différentielle, ça peut être un problème de cinétique chimique, de mécanique ou autre, ça peut être tout à fait intéressant de commencer par une résolution de type méthode de l'air pour voir déjà quel est le comportement, et c'est assez facile à programmer. Voilà, la prochaine fois, nous verrons le chapitre 3 qui sera consacré à l'énergie. Allez, bonne semaine, à bientôt.